Bonjour à tous et bienvenue dans les studios du journal L'Indépendant pour ce nouveau numéro de notre émission Mon Territoire J'y Crois. Mon Territoire J'y Crois, c'est l'émission du journal L'Indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée. Aujourd'hui, parlons d'un sujet au cœur de l'activité bancaire. Parlons du crédit. Pour cela, en compagnie de nos 4 experts, on va aborder 4 thématiques en rapport avec ce vaste sujet, à savoir le crédit conso, mais également le crédit immobilier, avec 2 objectifs bien différents, et aussi le recours à la banque dans le cadre de la création d'une entreprise. Et pour commencer, nous allons tout d'abord nous intéresser au crédit conso en compagnie de Cécile Ruiz, chargée d'activité marketing et projet crédit au Crédit Agricole Sud Méditerranée. Alors c'est un levier qui n'a pas toujours bonne image, du coup on va voir ce que c'est réellement et comment il peut être un formidable outil de gestion budgétaire lors de son usage quand il est surtout maîtrisé. Alors Cécile, aujourd'hui on parle de crédit à la consommation. Moi on m'a souvent dit que souscrire à ce genre de crédit c'était dangereux. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur ? C'est en effet un préjugé qui existe. D'ailleurs, il est parfois relayé, que ce soit par les associations de consommateurs ou même par la presse grand public. Mais ce qui est important, c'est déjà de comprendre ce que c'est. Alors allez-y Cécile, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est le crédit à la consommation ? Le crédit à la consommation, c'est un outil parmi d'autres pour la gestion de budget. C'est important de se demander justement quels sont ces outils, qu'est-ce que c'est exactement. Vous me disiez qu'il y avait 4 grandes catégories d'outils, c'est ça ? Alors, on peut dire déjà, on a le débit différé. Le débit différé, qu'est-ce que c'est ? En fait, on l'utilise au quotidien sans même s'en rendre compte. C'est par exemple le télépéage. Voilà. Et donc, la carte à débit différé, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est tous les paiements qui sont faits par carte bancaire qui vont être prélevés en une seule fois dans le mois. C'est très facile de suivre sur son application à tout moment pour savoir où on en est. Et l'autre avantage aussi, c'est que ça permet très facilement, justement, de connaître le budget global des paiements par carte tous les mois. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... On a le découvert autorisé. Le découvert autorisé, c'est justement une somme que la banque vous permet d'utiliser quand il n'y a plus de solde disponible sur le compte. C'est facile, c'est rapide, mais il y a des frais. Donc, il faut faire attention quand même parce que ça peut coûter cher. Donc, il faut surtout le voir comme un filet de sécurité et pas comme une solution habituelle. D'accord. Et en 3e moyen, Cécile, qu'est-ce qu'on a ? On a la réserve de trésorerie. La réserve de trésorerie, c'est un montant qui vous est alloué, un montant de crédit, qui vous est alloué, que vous pouvez utiliser de manière très flexible quand vous voulez et comme vous voulez. Faut savoir que tant qu'on ne l'utilise pas, ça ne coûte rien. Et après, on peut l'utiliser partiellement ou totalement. Et au fur et à mesure qu'on va rembourser, là encore à hauteur de ce qui va bien, en fait, ce montant-là va revenir dans le montant disponible. C'est pour ça qu'on parle de crédit renouvelable. D'accord, alors vous me parliez du coup de 4 outils, quel est le dernier ? Le crédit à la consommation classique, celui qui va servir pour acheter une voiture, une piscine, une véranda. Je me posais la question, est-ce qu'un client se rend vraiment compte de finalement ce qu'il doit ? Est-ce qu'en ayant recours à ce type de levier, on risque pas d'accumuler ce genre de crédit ? Ce qui est surtout important, c'est de comprendre que chaque solution a son utilité. Si je reprends l'exemple de la réserve de trésorerie, j'y vois 2 cas d'utilisation. D'accord. Un coup dur, j'ai une dépense imprévue, je veux l'étaler sur quelques mois. Ou un coup de cœur, je veux anticiper une rentrée d'argent certaine, par exemple un 13e mois ou une prime qui va arriver. Est-ce qu'il y a des règles à respecter quand on utilise ce genre de service, Cécile ? Oui, la règle d'or, c'est de bien comprendre que aucun de ces outils n'est un complément de revenu. Ça sert vraiment à gérer le budget et les décalages de trésorerie. Grossièrement, on pourrait dire que c'est une sorte d'accélérateur de projet de vie perso ? Exactement. Ça permet de pouvoir financer un projet sans attendre d'avoir économisé, mis de côté la totalité de la somme. Justement, contracter un crédit à la consommation quand on a de l'épargne de côté, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Il faut se poser
une question déjà, c'est se dire est-ce que je vais pouvoir rembourser une mensualité de crédit tous les mois sans me mettre en difficulté. Parce que si la réponse est non, en effet, je peux pas rembourser cette mensualité, soit parce que j'ai de faibles revenus, soit parce que j'ai des charges importantes. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser son épargne. Maintenant, si j'ai cette capacité à pouvoir rembourser un crédit tous les mois, alors là, en effet, c'est plus intéressant de faire un crédit que d'utiliser son épargne. Déjà financièrement, c'est mathématique. La réponse est simple, donc c'est oui, du coup. Exactement. Alors Cécile, du coup, si je peux me permettre, les taux de crédit sont bien plus élevés que les taux d'intérêt des placements. C'est pour ça que c'est important de comprendre le mécanisme. Je vais prendre un exemple. Les taux que je donne sont vraiment à titre d'exemple. Un crédit à 6% pour un placement à 2%. Faut bien comprendre que les frais de crédit, ces fameux 6% d'intérêt, ils vont être sur le capital restant dû. C'est-à-dire qu'on va les payer sur un capital de plus en plus petit et avec une date de fin. Alors que le placement, lui, des 2%, il va être sur un capital de plus en plus grand et en plus en date de fin. Alors comment on doit réfléchir du coup? Ce qui est important de comprendre également, c'est qu'il faut faire du crédit tant qu'on a la capacité pour faire du crédit. Comme ça, si un jour on n'a plus cette capacité, ben on pourra quand même continuer à financer ses projets grâce à son épargne. Il y a d'autres avantages à avoir recours au crédit conso? Oui, j'en vois au moins un dernier, et pas des moindres. C'est que contracter un crédit à la consommation, c'est justement aussi la possibilité de souscrire l'assurance emprunteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez à décéder, ben vos héritiers ne vont pas hériter du crédit, puisqu'il sera payé par l'assurance. Par contre, ils vont garder l'épargne, puisque vous l'aurez pas utilisé, et ils auront bien sûr le bien, puisqu'il lui sera payé. Et du coup, pour conclure sur le crédit conso, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire? Que toutes ces solutions qu'on vient de voir, elles sont bien complémentaires. Elles ne s'opposent pas entre elles. Et si, de manière schématique, on peut dire que le débit différé, c'est du court terme, quelques jours. Le découvert autorisé, on va être sur quelques semaines. La réserve de trésorerie, on va être sur quelques mois. Et le crédit à la consommation plus classique, on va être sur quelques années. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Cécile Ruiz d'être passée dans l'émission. Merci à vous. Et n'oubliez pas la règle d'or qui est un crédit à la consommation, peu importe sa forme, ça n'est jamais un complément de revenu. Deuxième partie de notre émission, je suis avec Muriel Fontanet, conseillère expert immobilier au Crédit Agricole Sud-Méditerranée. On va se poser la question s'il est plus avantageux de rester locataire ou de devenir propriétaire. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour décider et surtout la bonne façon de s'y prendre si on décide de sauter le pas de l'accès à la propriété. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour décider et surtout la bonne façon de s'y prendre si on décide de sauter le pas. Quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on hésite à se lancer dans un projet immobilier, Muriel? Alors avant toute chose, il faut faire le point sur sa situation professionnelle, savoir si on compte rester dans cette ville à moyen terme, on va dire durant les 5-8 ans à venir. Oui. Savoir si son projet de vie va être évolutif, va évoluer en termes de famille, de mobilité géographique et éventuellement de changement de vie professionnelle. Voilà. Parce qu'acheter c'est bien, mais acheter au mauvais moment, ça peut peut-être vous coûter cher. D'accord, alors on va rentrer justement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement? Alors oui, effectivement, si vous êtes obligé de revendre trop tôt, vous risquez de ne pas avoir le temps d'amortir tous les frais liés à l'acquisition, et notamment les frais de notaire, les frais d'agence immobilière ou voire même des travaux éventuellement. Donc si c'est trop tôt, c'est trop d'incertitude, c'est ça en fait? Exactement. Et si trop d'incertitude, je pense qu'il sera préférable que vous restiez locataire. Voilà. À ce moment-là, il conviendra alors de placer votre épargne peut-être sur d'autres supports ou éventuellement sur d'autres projets. D'accord. A contrario, du coup, si je me sens prêt. Voilà, alors si vous êtes ancré dans le territoire, si votre vie professionnelle est stable et vos projets de vie sont clairs, à ce moment-là, l'achat deviendra très pertinent. Et là, ça vous permettra donc de constituer votre patrimoine et votre mensualité de prêt va remplacer votre loyer. D'accord. Alors concrètement, je suis OK pour me lancer. Par où je dois commencer pour sauter le pas? Est-ce que je dois faire la recherche de biens, le financement? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Alors, cette question revient régulièrement et la réponse est toujours la même. En fait, il faut commencer par le crédit et non pas par le bien. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'avant de se lancer dans des visites, il faut connaître ce à quoi vous pouvez prétendre. Et sinon, vous risquez d'avoir des projets qui seront trop ambitieux et ça risque d'être déceptif. À l'inverse, vous risquez de passer à côté d'opportunités sur lesquelles vous ne pensiez même pas pouvoir accéder. D'accord. Du coup, on procède comment pour justement connaître ses capacités de financement? Mais tout simplement, il faut aller faire une simulation auprès de son conseiller bancaire ou en ligne sur l'application ou le site de votre banque. Ça permet d'avoir une première idée de sa capacité à rembourser, c'est ça en fait? Oui, en effet. Et même au Crédit Agricole, par exemple, on pourra vous délivrer un accord de principe en ligne qui sera en fait une prévalidation de votre dossier sur la base des éléments que vous aurez fournis. Voilà. Et c'est un véritable avantage parce que lors de visite, quand vous allez vous présenter devant un vendeur ou une agence immobilière, vous aurez une vraie crédibilité. Oui, c'est un vrai avantage. Du coup, comment ça fonctionne pour définir la mensualité qui est adaptée et pour que le crédit soit accepté et qu'il soit surtout proche du montant que j'ai actuellement? Alors, c'est pas exactement la réponse. Par contre, la règle d'or, c'est la règle des 35%. Qu'est-ce que c'est cette règle, Muriel? Il faut que votre mensualité ne dépasse pas 35% de vos revenus. Voilà. Après, ce n'est pas le seul indicateur. Il y a aussi, et c'est très important, le reste pour vivre. Oui. Voilà. Et en fait, le simple vide, c'est simple. C'est la somme qui vous reste une fois que vous avez payé toutes vos charges. Voilà. Et cela change selon le revenu et selon la situation, que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants. D'accord. Il reste des choses à voir quand même, des paramètres qui sont importants et qui sont pris en compte justement par la banque? Il y a les frais. Ouais. Les frais, comme on oublie souvent, ce sont les frais liés au fait qu'on devienne propriétaire. Il y a les assurances emprunteurs, l'assurance du bien, les éventuels frais de copropriété, la taxe foncière, voilà, les travaux que vous devez effectuer en fonction de l'état du bien que vous aurez acheté. Et tous ces frais sont vraiment à prendre en considération avant de se lancer dans un projet. C'est du coup quand même assez difficile de se projeter à payer la même mensualité durant 20-25 ans. Ça paraît quand même long, non? Alors généralement, en France, on se projette sur des mensualités fixes. Par contre, ce que ignorent souvent les emprunteurs, c'est que les crédits immobiliers aujourd'hui sont flexibles. Ouais. Ils sont évolutifs, donc en fonction de l'évolution de votre situation. Voilà. Donc, je vous engage, quand vous signerez votre contrat, de vérifier si ces options de modulation d'échéance sont bien présentes dans votre contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces options et surtout en quoi elles sont importantes? Alors, ces options, ce sont de véritables outils de flexibilité. Ils vont vous permettre d'augmenter ou de diminuer votre mensualité et en fait de pouvoir vous adapter tout au long de votre vie avec votre situation. Voilà. Il permettra également d'optimiser votre coût total de crédit. C'est la même chose que pour une assurance emprunteur? De la même manière, une ADE, une assurance emprunteur, donc n'en vaut pas une autre. Donc il faudra bien regarder en détail les garanties qu'on vous propose et celle-ci peut être dégressive en fonction de votre âge et au fur et à mesure de l'amortissement de votre capital. D'accord. En clair, le taux, c'est pas le seul élément qui est à prendre en compte quand on fait un crédit immobilier, c'est ça? Non, effectivement. La flexibilité et la couverture en cas de coup dur est un véritable est très 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 important. En fait. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire comment mettre toutes les chances de nos côtés afin de présenter le meilleur dossier de financement possible? Alors, des conseils concrets. Donc, tout d'abord, il est important d'inspirer confiance en démontrant la bonne gestion de votre compte. Ouais. Ça va rassurer votre conseiller et il verra votre capacité à adapter votre budget. Voilà. Vous aurez aussi la possibilité de rembourser éventuellement des petits prêts que vous avez en cours pour augmenter cette capacité d'emprunt. D'accord. Vous me parliez, vous, tout à l'heure, de trois points, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour ajouter une pièce au dossier convaincante? Alors, l'apport personnel. L'apport personnel, c'est une clé très importante. En effet, si vous avez un apport, ça démontre vraiment votre engagement avec la banque. C'est un engagement mutuel. Voilà. Et en règle générale, on conseille à nos clients de faire un apport qui couvre à minima la totalité des frais.
D'accord, ça inspire confiance en somme, c'est ça? Exactement. Et j'imagine que aussi la stabilité professionnelle, c'est ultra important? Ah oui, le CDI, c'est vraiment rassurant, oui. Par contre, si vous êtes un CDD ou si vous êtes indépendant, ce sera pas rédhibitoire. Il faudra juste que vous puissiez démontrer que vous avez des revenus réguliers durant les 2 dernières années qui sont passées. Alors visiblement, Muriel, on a fait le tour de la question. Est-ce que vous vouliez conclure peut-être par quelque chose d'important? Rester locataire ou devenir propriétaire, c'est vraiment des projets de vie, hein. C'est Mmh. pas des réponses universelles, hein. Voilà, ça dépend vraiment de votre situation, de vos projets, du prix peut-être de l'immobilier également. Voilà. Par contre, si vous souhaitez devenir propriétaire, si vous vous lancez dans l'achat d'un bien immobilier, ce qu'il faut faire, et c'est vraiment primordial, il faut se préparer dès le départ. Pour mettre toutes les chances de notre côté? Exactement. Alors mieux vaut, j'imagine, se rapprocher de son conseiller bancaire au plus tôt dans son projet? Plus on anticipe, mieux on prépare son projet. Et en fait, un dossier, ça se construit, ça s'improvise pas, hein. Mmh. Ça s'improvise pas. Voilà. Acheter sur le territoire, c'est une vraie opportunité, il faut à condition d'y être accompagné et d'y être préparé. Très bien, Muriel. Bah écoutez, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Troisième partie de notre émission en compagnie de Laura Gomez, conseillère en immobilier chez Square Habitat. Parlons de l'investissement immobilier dans le cadre locatif. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Beaucoup de personnes cherchent à compléter leurs revenus pour leur retraite, à les déduire de leurs impôts, à préparer des projets d'avenir, à transmettre un patrimoine à leurs enfants. Je voulais commencer par une première question. Ça veut dire quoi investir dans son patrimoine et pourquoi faut-il y penser? Alors, diversifier son patrimoine, en fait, c'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ne pas mettre tout son argent au même endroit. Au lieu de placer sur un seul type d'investissement, en fait, on répartit son argent sur plusieurs supports. Ça veut dire un petit peu d'épargne, un petit peu d'immobilier et des placements financiers. Pourquoi on ferait ça, Laura? En fait, simplement pour équilibrer son patrimoine. Hein. Car si en fait un placement est moins performant, mais les autres peuvent compenser. Ça permet de réduire les risques et de protéger son argent sur le long terme. L'intérêt d'investir dans l'immobilier, c'est qu'il permet de constituer un patrimoine qui est physique et que l'on ne finance pas, que l'on finance soi-même, mais qu'en partie. Alors vous voulez dire que le loyer qui est perçu de notre bien qui est en location, il va couvrir la mensualité du prêt, c'est ça en fait? Mais concrètement, avec le temps, en fait, c'est le locataire qui finance une partie du bien, et le loyer qui est perçu, ça aide à rembourser le crédit et éventuellement on peut compléter ses revenus. D'accord. Ça veut presque dire en fait que ça nous coûterait rien de faire un crédit. Alors, c'est un peu un raccourci de dire ça. Dans les faits, ça se voit un petit peu moins. Ce qu'il faut notamment bien regarder, c'est anticiper les charges, notamment la taxe foncière, parce qu'il y a certains quartiers, certaines rues où elles peuvent être très importantes. Les charges de copropriété qui peuvent évoluer avec le temps, et également l'assurance bien, etc. Et ce qu'il faut aussi analyser, c'est l'impact de cet investissement sur la fiscalité. Ouais. Il est rare en fait que le loyer couvre toutes les charges, y compris la mensualité entière du crédit. Vaut mieux étudier en fait son projet sous forme d'un budget, c'est ça en fait? C'est ça. Il faut analyser le budget, se dire qu'est-ce qui rentre par mois, qu'est-ce qui sort, et quel effort mensuel d'épargne ce projet amène. D'accord. Imaginons, Laura, que j'ai suffisamment d'épargne de côté. Pourquoi, du coup, j'aurais recours à un crédit? Alors, c'est pas forcément judicieux d'utiliser toute son épargne dans l'investissement. D'abord parce qu'il peut y avoir des imprévus dans la vie, tout peut arriver, et aussi le garder sur un compte, ça peut faire fructifier son argent tout simplement. Et puis, lorsque dans 10, 15 ou 20 ans, le prêt il est terminé, on dispose d'un certain capital pour réinvestir éventuellement dans d'autres biens. D'accord. Autre chose peut-être à nous signaler? Oui, parce que si vous empruntez, si vous faites un prêt pour un achat, il existe plusieurs types de schémas fiscaux qui permettront en fait de déduire ces intérêts d'emprunt et de limiter les impôts. D'accord, alors c'est parfaitement clair. Quelles sont du coup les autres questions à se poser? Alors il y a trois questions à se poser. Déjà, est-ce qu'on fait une location saisonnière ou est-ce qu'on fait une location à l'année? Ouais. C'est pas du tout la même contrainte de gestion. Lorsqu'on est en location annuelle à l'année, le choix du locataire il est primordial parce qu'on part sur une durée de 1 an pour du meublé, 3 ans pour une location vide. Donc il faut bien choisir son locataire
Et l'avantage, c'est que le loyer qui est versé chaque mois, il permet une gestion qui est fluide et prévisible de son budget. D'accord. Pour le saisonnier, alors du coup, comment ça se passe? Alors, pour le saisonnier, ça peut être plus lucratif dans certains secteurs. Par contre, c'est un petit peu plus risqué parce que forcément, les revenus sont moins stables. Il y a plus d'entrées et de sorties des locataires, donc un petit peu plus de gestion. Ouais. Et éventuellement, plus de dégradation du bien parce qu'il y a plus de turnover dans le logement. Bon, dans ces deux cas, on peut déléguer la gestion à une agence immobilière ou alors à une conciergerie. Très bien. Alors j'imagine que la question d'investir dans le neuf ou dans l'ancien, ça doit se poser aussi chez les gens. Alors le neuf, il y a beaucoup d'avantages, même si le prix au mètre carré est plus élevé. Ouais. On a des réductions, des frais de notaire qui sont réduits et on a les dernières normes énergétiques dans les logements. Dans l'ancien, les travaux, que ce soit dans l'appartement ou dans l'immeuble, ça constitue toujours une part d'inconnu. On peut avoir des travaux de rénovation énergétique, des ravalements de façade, des toitures à refaire, donc il y a un petit peu plus d'aléas. Quelle est la dernière question qu'il faut se poser dans ce cadre-là? Alors c'est est-ce qu'on fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on fait une location classique ou est-ce qu'on fait une défiscalisation? Il y a des régimes de défiscalisation qui peuvent être tentants et qui peuvent motiver votre choix. Il y a plusieurs dispositifs qui existent. Dans la dernière loi de finances, il y a notamment le dispositif Jean Brun. Il a pris le relais sur le Pinel et cette fois-ci, par contre, il n'y a pas de zone exclue sur le territoire. D'accord. Par contre, donc ils permettent de financer une partie du bien par une déduction ou une réduction d'impôt. Mais attention, il y a d'autres contraintes, comme par exemple une durée minimale de location, des loyers qui sont plafonnés et des conditions de ressources des locataires, par exemple. Alors Laura, investir dans le locatif, ça reste quand même risqué. Vous comprenez que ça puisse être effrayant? Alors c'est sûr, c'est un peu plus risqué comme placement sur un livret A. Mais nous parlons, je vous le rappelle, de diversification une fois que l'épargne de précaution est constituée. L'immobilier, ça reste une valeur refuge, c'est rassurant et depuis de nombreuses années pour beaucoup de Français. Pour vous, c'est quoi la clé? La clé d'un investissement qui est réussi, c'est avant tout d'avoir bien calculé son budget en amont et surtout, je le répète, d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux éventuels aléas de l'investissement. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour y faire face, justement? Alors, il y a des assurances qui peuvent être, qui devraient être prises pour sécuriser le projet. Déjà, il y a l'assurance de l'emprunteur pour couvrir en cas de décès ou en cas de maladie. Et ces assurances sont indispensables pour protéger sa famille. Ensuite, il y a l'assurance du bien. Ça, c'est primordial pour vous assurer si jamais il y a une remise en état qui peut être faite en cas de dégradation. Et puis, il y a des assurances qui existent pour sécuriser en cas de problème au niveau du loyer, des assurances loyer impayés et d'une protection juridique s'il y a un souci avec le locataire. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être? Oui. On vous recommande bien sûr d'être accompagné par une agence immobilière qui, au-delà du choix initial de l'appartement, il vous guidera et vous assistera pour obtenir un financement, puis après sur la gestion du bien, pour mettre en place un locataire, pour les évolutions annuelles de loyer. Oui, ouais, tout à fait. Et enfin, pour gérer l'intervention de professionnels. Et aussi, pour vous guider dans vos déclarations d'impôts. Très bien. Alors, on a fait un petit peu le tour de la question. Quelle serait pour vous la synthèse de tout ça? Alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La réponse, en fait, ça dépend de votre projet de vie et aussi de votre budget. L'important, c'est d'être bien accompagné et bien préparé pour éviter les mauvaises surprises. L'investissement locatif, c'est un bon moyen de préparer l'avenir et de participer à la dynamique de nos territoires. Très bien, Laura. Merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Merci. Terminons avec un dernier thème. Parlons de l'accompagnement bancaire lorsque l'on quitte le salariat pour créer ou reprendre une entreprise. Nous sommes avec Geoffrey Franco, expert professionnel de l'agence des entrepreneurs. Alors c'est un sacré projet de vie, j'imagine qu'il faut se poser les bonnes questions, mais il y en a des tonnes des questions. Alors comment je fais, par quoi je commence et surtout vers qui je me tourne? Alors, tout d'abord, après avoir bien réfléchi à votre projet, et vous devez définir vos ambitions et vos besoins. Ensuite, la réponse est simple. Il ne faut pas être entouré de beaucoup de personnes pour se lancer, mais des bonnes personnes. Alors bon, déjà, c'est rassurant, c'est peu de personnes. Dites-nous qui sont-elles, du coup, ces personnes? Alors, tout d'abord, il y a l'expert comptable. Ouais. La personne indispensable. C'est votre meilleur allié. C'est lui qui va vous orienter sur le choix de votre forme juridique, société, SARL, SAS, micro-entrepreneur.
Il va également vous aider à optimiser votre imposition, votre statut social, et également éviter des erreurs pour la suite. En deuxième point, j'imagine il y a d'autres personnes. Effectivement, en deuxième point, on peut se faire assister d'un conseiller juridique ou d'un avocat d'affaires. Il va rédiger les statuts de votre entreprise, mais il peut également préparer les contrats sur lesquels vous allez être protégé en cas de problématique. Très bien. Et pour finir, bien entendu, pour finir, il faut un très bon conseiller bancaire. C'est lui qui va vous accompagner. Nous conseillons aux chefs d'entreprise de se rapprocher de leur banque, parce que chaque banque a ses propres engagements, ses ambitions, ses offres et ses spécificités. D'accord. Toutes les banques, en fait, n'interviennent pas sur tous les secteurs d'activité selon l'activité choisie. Attention, les banques, elles ont des ambitions et des spécificités selon le territoire. Est-ce que vous voyez justement autre chose d'important? Oui, il est également important de se rapprocher des structures d'accompagnement locales. D'accord. Vous faites allusion à quel type de structure du coup? Alors, afin de cadrer votre projet, il faut se rapprocher et solliciter tous les accompagnements de votre territoire, ceux spécifiques à votre secteur d'activité. Alors allez-y, donnez-nous justement des exemples. Alors, par exemple, il faudra solliciter les chambres consulaires. Il y a la CCI, c'est la chambre de commerce et de l'industrie. Il y a la CMA, c'est la chambre de culture de l'artisanat, et la chambre de l'agriculture. D'accord. Des organismes d'aide financiers. On retrouve France Travail, BPI ou également la CIAGI. Ce sont des accompagnements sur le domaine bancaire. Et enfin, on retrouve des communautés engagées sur le plan local, réseau Entreprendre et également initiative en pays catalan. Alors c'est vrai du coup qu'il y a pas mal d'initiatives sur le territoire pour aider les entrepreneurs. Oui, par exemple, le Crédit Agricole Sud-Méditerranée organise régulièrement et gratuitement les Cafés de la création. Ce sont des événements où nous mettons en relation des porteurs de projets, qu'ils soient clients ou non, et ils peuvent se rendre pour échanger et recevoir des conseils auprès de professionnels privés ou publics. De la même manière, dans le cadre d'une création, d'un développement ou d'une transformation d'une entreprise, il existe des incubateurs ou des accélérateurs de start-up. Le Crédit Agricole dispose du village Baïséa de Perpignan. Il permet de mettre en relation un écosystème de professionnels et également de proposer des solutions d'hébergement à moindre coût. Alors en gros, il faut pas hésiter, si je comprends bien, à être curieux et puis avoir des contacts qui sont quand même assez divers autour de nous, c'est ça? Exactement, car avoir des mentors à vos côtés, ça vaut de l'or pour éviter des erreurs. Côté financement, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, ça peut faire peur, et puis aussi ça peut ne pas inspirer confiance a priori. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent personnel pour pouvoir se lancer? Au démarrage, il faut bien définir vos besoins à court terme et moyen terme. Ensuite, il faut structurer ses prévisions d'activité avec l'expert comptable, ce qu'on appelle le prévisionnel d'activité. L'étape suivante consiste à trouver des aides auprès des organismes et on peut également investir une partie de ces économies ou trouver des investisseurs privés ou publics. Et ensuite, demander un financement auprès de sa banque. L'équilibre est important entre les deux, Geoffrey? Oui, effectivement, il est primordial. Tout d'abord, il faut trouver les aides, les prêts d'honneur, les prêts à taux zéro, c'est de la ressource gratuite et immédiate. Ensuite, il y a l'apport. Il faut investir une partie de ses économies. Cela permet plus de liberté, moins de stress, pour pouvoir effectuer les achats pour le démarrage. De plus, cela rassure les associés et l'établissement bancaire. Cela montre que vous croyez en votre projet et que vous prenez des risques. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut faire attention, Geoffrey? Oui, il faut faire attention de ne pas injecter toute son épargne sur le projet, de ne pas se retrouver sans filet de sécurité. C'est pourquoi il faut faire un crédit auprès d'une banque afin de garder un peu de cash et partager le risque avec l'établissement bancaire. Mais attention, il faudra pouvoir rembourser les mensualités de crédit et démontrer que vous avez des revenus réguliers. La banque peut également refuser de suivre le projet si elle le trouve trop ambitieux ou trop risqué. Vous avez quelques autres conseils à nous donner justement dans ce cadre? Oui, tout d'abord la trésorerie. Pour se lancer, beaucoup d'entreprises manquent de cash mais pas d'idées. Ensuite, il faut également prendre en compte le temps, ne pas sous-estimer le temps. Le temps de préparation est crucial. Ensuite, il faut bien différencier la partie privée de la partie professionnelle et nous conseillons d'ouvrir dès le départ de l'activité un compte professionnel. D'accord, ça c'est concernant les finances. Exactement. Et ne pas être trop optimiste. Oui. Il faut quand même garder à l'idée d'avoir un scénario pessimiste qui peut prendre plus de temps et avoir plus d'imprévus. Alors avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. J'ai l'impression qu'une nouvelle fois, la clé c'est d'être surtout bien préparé et bien entouré.
Absolument, Ivan. Eh ben écoutez, très bien Geoffrey, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Merci à vous. C'était Mon Territoire J'y Crois, l'émission du journal L'Indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Merci à tous nos experts qui sont passés pour cette 4e émission. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver l'émission en intégralité sur l'indépendant.fr, toutes les plateformes de streaming et notre chaîne YouTube. Merci à tous.